Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Alors je remercie les nouveaux abonnés qui sont abonnés à la chaîne. Maintenant on a dépassé la barre des 280 abonnés. Et je suis à peu près à plus de 320 vidéos sur la chaîne. Donc aujourd'hui, journée particulière, car on est le dernier samedi des vacances d'été. Et j'ai décidé de faire une petite vidéo spéciale le long d'une promenade que j'ai l'habitude de faire. Donc vous avez bien compris sur le titre, je vais parler du monde du camping-car. Allez, je vous rejoins dans quelques instants. Voilà. Donc, le monde du camping-car. Alors, je peux en parler, parce que ça va bientôt faire 40 ans que je vis dans ce monde. Bien sûr, via les parents. Pour commencer, il faut savoir que le mode du camping-car date beaucoup plus longtemps que vous le pensez. En fait, ça date des années 1917, 1920 a priori. Il y a eu des premiers modèles de camping-car. Alors, c'est pas comme on connaît, mais c'était voilà des regardez les animaux, les oiseaux. Hop, un petit poulpe. C'est pas une poule d'eau ça. Donc c'est comment dire, c'est des premiers modèles et en fait ce sont fin des années 70, début des années 80 que vraiment le camping-car se démocratise. Je me lasserai jamais cette vue de l'étendue de Crène. Alors, oui, comme je le disais, la démocratisation du camping-car s'est faite au début des années 80, fin des années 70, début des années 80. Et il y a eu donc des premiers professionnels qui se sont créés et qui ont fait les modèles de camping-car qu'on connaît aujourd'hui, capucine, profilé, intégral, etc., etc. En fait, le camping-car répondait à une demande pour remplacer les caravanes. Et donc, on a eu un premier camping-car en 1986. Donc vous voyez, au début, vraiment du monde du camping-car. Ce qui faisait que, comme on n'était pas très nombreux sur la route, dès qu'on croisait un autre camping-cariste, on le saluait avec un geste de la main. C'est pour ça que si vous voyez des camping-caristes saluer un autre camping-cariste de la main, c'est juste pour dire bonjour. Parce qu'avant, on n'était pas nombreux. Ah oui, on était vraiment peu de gens en France avec du camping-car dans les années 80. Et donc c'est le début du monde des camping-cars. Et puis après, ça se développe. Et aujourd'hui, c'est un véhicule de loisir où il y a à peu près pas mal de monde qui possède un camping-car, mais d'après ce que j'ai compris d'un air donné, autour de, je sais pas. Ça s'est très démocratisé que voilà, il y a pas mal de gens qui ont des camping-cars. Regardez un peu le débit qu'il y a du réveillon. Donc comme le camping-car il date vraiment des débuts des années 80, en fait il n'y avait pas les infrastructures qu'on connaît actuellement pour accueillir les camping-cars. Ce qui fait que, parce que le principe du camping-car, c'est de pouvoir se déplacer où on veut et de pouvoir dormir où on veut. Visiter ce qu'on a envie de faire et se déplacer et aller de ville en ville, de village en village, de consommer local où on veut quoi. C'est ça cette liberté. Ça a permis par exemple alors qu'on devait faire le sud de Bretagne pendant 15 jours, et il pleuvait tellement qu'on a arrêté au bout de 3 jours et direction le sud et on s'est retrouvé sur les côtes landaises et c'était super. Et ensuite on a mis 2-3 jours pour rentrer sur Paris. Donc vous voyez, c'est la liberté de pouvoir changer son programme. C'est ce que vous avez pu voir avec le voyage qu'on vient d'organiser. On a fait du changement de programme pratiquement tous les jours à la suite de la chaleur et puis du risque météorologique. Et c'est vrai qu'il y a eu des incidents hier et heureusement qu'on était rentré avant-hier parce qu'il y a eu des dégâts hier avec des orages violents. Donc revenons à nos montons. Le souci c'est qu'au début du monde du camping-car, comme il n'y avait pas les infrastructures pour accueillir les camping-cars, et pour se ravitailler en eau, soit vous allez à une station-service, soit vous allez dans un camping. Mais le pire des choses, c'était pour vidanger. Vidanger les eaux grises, vidanger les toilettes. Et là, il n'y avait pas trop le choix. C'était en pleine nature.
faut pas se leurrer. Pendant des années, ça a été comme ça. La cassette des WC chimiques et le vidangeage des eaux grises se faisait en pleine nature. Faut pas se leurrer, puisqu'il n'y avait pas d'infrastructure. Et même les campings n'étaient pas forcément équipés de ces systèmes-là pour récupérer les eaux. Ça s'est développé plus tard. On a eu ce premier développement avec ce qu'on appelle la borne faux bleu. Donc ça c'est début des années 90. Et ensuite des aires de camping-car, parce qu'en fait le camping-car c'était pas la panacée d'aller dans les campings. Le logique c'était pas de dormir dans les campings, c'était aller dans des parkings, voire même dans les ports. Combien de fois on a dormi dans un port et quand j'entendais les mâts des bateaux bouger dans la nuit parce qu'il y avait du vent. C'était ça en fait le principe du camping-car. Et ce qui fait que moi on a fait pas mal de choses. On a allé surtout dans l'Europe de l'Ouest pour visiter donc la France, le Royaume-Uni, l'Espagne, le Portugal, le Gibraltar, le Luxembourg, non peut-être pas le Luxembourg, mais la Belgique et le Pays-Bas oui, l'Allemagne, la République tchèque, ça je le sais, l'Autriche, le Liechtenstein et là bien sûr la Suisse. L'Italie on a fait un tout petit bout, mais on est resté proche de la frontière donc française, donc je ne veux pas trop considérer l'Italie. Mais un peu voilà toutes les zones où j'avais fait du camping-car. Et en fait, comme je vous dis, il y avait ce problème de pollution que générait le camping-car lié à son entretien. Ça s'est réglé au fur et à mesure avec la réalisation des aires. Et il y a eu donc des aires publiques, des aires d'accueil publiques, des aires d'accueil privées, camping-car park pour ne pas le nommer. Et voilà, mais ça s'est vraiment développé très rapidement. Donc ce qui était un gros plus. Maintenant il faut protéger tout ça. Donc comme je vous dis, il y avait ces problèmes de pollution. Donc heureusement que maintenant ça s'est quasiment réglé, il n'y a plus ces problèmes de vidangeage sauvage parce qu'il y a tellement d'air, toutes ces compagnies. Mais il faut savoir qu'au début, on n'avait pas tout le système, on n'avait pas les téléphones portables, on n'avait pas les GPS, on n'avait pas les sites internet pour localiser tous ces lieux. Donc heureusement qu'il y avait des cartes qui se créaient. Il y a un magazine aussi et qui distribue donc ces fameuses cartes de localisation de ces aires. Et ça nous permettait de pouvoir savoir où on pouvait se ravitailler en eau et où on pouvait vidanger en toute sécurité. Oula. Mais ça c'était un peu l'envers du décor. Le deuxième envers du décor, malheureusement, c'est que c'est terminé à cause de peut-être cette politique-là, mais aussi du fait qu'on pouvait se garer où on voulait. Et ça a dérangé certains voisins. Bah, il y a eu le camping-car qui a été refusé dans certaines villes. En fait, dans certaines villes, on est complètement banni. Et quand je dis banni, c'est vraiment banni. Parce qu'ils veulent pas nous voir, parce qu'ils pensent qu'on est nuisible, des trucs comme ça, ou des gens, voilà, je sais pas, ils ont une mauvaise a priori des camping-caristes. Peut-être à cause de ces situations où je vous avais dit, le problème des aires qu'on n'avait pas assez et que on se retrouvait être cric-crac. Maintenant, la France est bien desservie en air, entre les aires privées et les aires publiques. Franchement, la France est bien truc là. Même l'accueil dans les fermes, toutes ces compagnies. Donc, ce qui fait que pour moi, la France, ça pose pas de problème. Même d'autres pays comme l'Espagne, le Portugal, l'Italie, l'Allemagne, le Benelux, tout ça et compagnie, même les Royaumes-Unis, comme ça arrive au même niveau que la France. Voilà, il n'y a plus de problème particulier. Le seul souci, si vous voulez, c'est que voilà, il y a certaines communes qui refusent catégoriquement. Donc ils mettent des barres de niveau. Donc ce qui fait qu'il y a des plages où avant on avait accès, maintenant on n'a plus accès. Juste des parkings de plage, on n'a plus accès. Il y avait des lieux qu'on pouvait visiter, qu'on ne peut plus visiter. Voilà. Il y a des lieux qui n'ont jamais voulu avoir des camping-caristes et donc on s'est jamais arrêté. Et ce qui est dommage, parce que avec le monde du camping-car, comme je vous le disais, on se balade, on visite, on découvre des choses, on fait vivre l'économie locale parce qu'on visite des petits musées à droite à gauche, on va faire des balades, on va acheter chez le commerçant du coin, on se fait de temps en temps un bon restaurant. Encore le restaurant, c'est pas trop ça. Nous, c'est surtout aller dans les marchés et acheter des produits locaux ou trouver des commerçants locaux pour acheter du produit locaux et découvrir aussi des producteurs locaux. Et quand on passe dans cette région-là, comme vous avez vu à Laurent-Sainte-Marie, c'est un producteur qui a été découvert par le camping-car, en fait par nos amis qui habitent dans la région. Mais à chaque fois
qu'on passe dans la région, on achète de quoi manger. Regardez-moi le nombre de pommes qu'il y a dans l'arbre. Vous voyez le verger. Il y a plein de variétés de pommes en fait dans ce verger. Donc ce que j'ai vu en 40 ans, c'est que la pratique du camping-car a changé. Il y a de plus en plus de camping-caristes. Il y a de plus en plus d'aires d'accueil, que ce soit dans des campings, à l'extérieur de camping, des aires d'accueil faites par les municipalités, par du privé, par une grosse compagnie privée. Il y a aussi malheureusement des restrictions qui sont faites. Alors parfois certaines restrictions sont totalement illégales, hein, parce qu'il n'y a rien dans le code de la route qui interdit certains trucs. Ah là il y a du sanglier dans le coin là. Donc voilà. Ce que je veux dire, c'est que voilà, en 40 ans de pratique, moi j'ai pu découvrir la France, une grande partie de la France grâce au camping-car. Bien sûr d'autres pays, vous avez pu voir un peu l'Espagne cette année, mais en fait j'étais déjà venu en Espagne, il me reste plus que la partie centrale de l'Espagne à visiter, parce que j'ai visité la côte, mais ça fait très longtemps, donc peut-être que j'irai peut-être aller à Séville en camping-car, même avec Gibraltar. Et puis, depuis maintenant plus de 15 ans, il y a des pays qui se sont ouverts au camping-car. Il y a des road trips qui se font différemment. Et le road trip, c'est le Maroc. Vous partez de France, vous allez en camping-car. Vous pouvez soit prendre le bateau depuis la France pour arriver directement au Maroc, ou en Tunisie. Vous pouvez aussi aller en Tunisie. Mais ce qui est bien, c'est de descendre tranquillement, d'arriver en Espagne, de faire quelques visites en Espagne, puis ensuite d'arriver au niveau du littoral de Gibraltar et d'embarquer en direction de Tanger. Et ensuite, vous faites le camping-car jusqu'à jusqu'à Tandem Plage, que j'ai déjà fait. C'est Oudjar en fait, même plus loin. Bon après, il y en a qui vont dire attention, vous êtes dans une zone avec le Sahara occidental, je le sais très bien. Et il y en a qui prolongent et qui vont en Mauritanie, voire même jusqu'au Sénégal, en camping-car. Il y en a même qui ont fait des voyages à travers toute l'Afrique. Alors, bien sûr, il y a certains moments où vous passez, puis d'autres moments, il faut faire attention parce qu'il y a des crises politiques, voire des conflits. Mais j'ai déjà vu une personne qui est allée en camping-car depuis la France et qui est arrivée jusqu'au Cap, en Afrique du Sud, et qui est même remonté par l'autre côté. Et qui sont bien sûr revenus par le Moyen-Orient avant de rentrer. Donc il y a ces voyages-là. Et puis pareil, pour l'Est, il y avait un super voyage. Alors, on peut toujours passer par la Russie, même si c'est compliqué. Mais en général, les gens passent maintenant par la Turquie, vont en Géorgie, ensuite en Azerbaïdjan, prennent un bateau à Bakou pour ensuite aller en Ouzbékistan. Et puis ensuite, vous continuez le périple en Asie centrale, voire même jusqu'en Chine. Il y a même des camping-cars en Chine et au Japon. Donc, vous voyez, un tour d'Asie, même en Asie du Sud-Est. Ça se fait en fait. Hein. Malheureusement, il y a des zones de conflit. Parfois ça passe, parfois ça passe pas. Et puis il y en a eu le Covid aussi. Hein. Voilà. Et puis il y en a qui font le tour du monde. Moi j'ai suivi plusieurs couples qui ont fait le tour du monde. Et je me dis, waouh, quand même, ce qu'ils font. Alors c'est un coût, faut pas se leurrer, c'est un coût financier, c'est un coût de vie commune, c'est un coût avec la famille, avec votre famille proche, parce que vous n'allez pas avoir vos frères, vos sœurs, vos oncles et tantes, vos parents pendant un certain temps, à moins de temps en temps caler le camping-car, le mettre en storage comme on dit aux États-Unis, mais en fait dans une zone sécurisée, en garage quoi, mort. Pour ensuite reprendre un avion, rentrer en Europe, faire quelques trucs pendant 2-3 mois en Europe avant de revenir récupérer le camping-car et puis ensuite continuer le voyage. Parce que moi j'ai vu des gens, il n'y a pas si longtemps que ça, qui ont fait par exemple pendant 1 an et demi, 18 mois, voire même un peu plus, l'Amérique du Sud ou l'Amérique du Nord, ou voire même les deux Amériques. Là je suis un couple actuellement qui se trouve en Brésil en ce moment, mais qui ont commencé il y a 4-5 ans. Même je crois que c'était juste au lendemain où on pouvait non, ça va faire bientôt 4 ans, au moment où en 2021 les États-Unis se sont réouverts,
Et ben ils ont fait le Canada, les États-Unis, ils sont montés jusqu'au l'océan Arctique, ils sont redescendus, et puis ensuite ils sont descendus petit à petit, ils sont allés jusqu'à Ushuaia, puis maintenant ils sont en train de remonter, ils font des balades à droite à gauche. Voilà. Comme je vous dis, ils font des grands voyages. Et en fait, si vous voulez, le monde du camping-car, pour moi, ça fait donc 40 ans que bientôt j'y suis. Et ce projet de voyage autour du monde en camping-car, ça me trempe dans la tête depuis plusieurs années en fait. Aujourd'hui, je ne peux pas le faire. Voilà, je vous le dis honnêtement, je ne peux pas techniquement le faire aujourd'hui. Mais un jour, si l'occasion se présente et que franchement je peux le faire, je le ferai. Parce que c'est un de mes rêves. On verra bien. Pour le moment, c'est pas pour tout de suite. Mais on verra bien. Mais au moins, on voit avec les gens et on découvre le monde. Et grâce à YouTube, franchement, on découvre plein de choses que il y a une époque, il n'y avait que les médias. Mais là maintenant, avec plein de gens qui font des vidéos sur YouTube, dont des voyages en camping-car, bah, je me dis, mais pourquoi pas moi? Ah bah, depuis que l'ancienne ligne de chemin de fer ici, Paris-Bastille, a été ouverte, depuis maintenant presque 4 ans ici, ouais, je sais ça doit faire 4-5 ans maintenant, que c'est devenu la coulée verte ici. Je raconte pas, c'est un succès incroyable. Hein. Ça n'arrête pas. Entre les vélos, les marcheurs, tout ça. Bon là il y a un peu plus de vélos que de marcheurs. Mais ça n'arrête pas. Donc voilà, donc c'était pour vous dire. Voilà, c'était mon appréciation sur le monde du camping-car. Il y a vraiment, et puis il y en a maintenant qui vivent à l'année dans le camping-car, qui font leur vie. Moi je suis un couple avec des enfants. Ça va faire 15 ans maintenant que c'est leur mode de vie pratiquement. Alors j'ai pas vu ce qu'ils avaient fait au tout début, moi je les ai rattrapés en cours. Et franchement là, ils m'ont fait découvrir l'Amérique du Nord, avec le Mexique, les États-Unis et le Canada. Mais je les avais vus en Tunisie, je les ai vus en Scandinavie. Là ils viennent d'un presque 6 mois au Maroc. Maintenant en ce moment ils sont en Allemagne. Voilà, ils bourlinguent à droite à gauche. Et donc c'est super intéressant, ça permet de voir plein de choses. J'ai vu aussi un couple qui avait fait un tour d'Europe. Ça les a beaucoup aidés. Et puis ensuite, là maintenant, ils sont en train de faire du camping-car au Japon avec un camping-car japonais. Donc voilà, ils sont à droite à gauche, ils bourlinguent comme on dit. Voilà, j'ai à peu près dit ce que je voulais dire sur le monde du camping-car à 40 ans. C'est un peu mélangé, désolé, je ne sais pas. Mais c'est vrai que c'est pas facile parce que j'improvise en fin de compte mon discours quasiment. Mais je voulais vous dire, voilà, je l'ai vu évoluer. J'ai pu découvrir la France en grande partie. J'ai pu découvrir d'autres pays limitrophes à la France. Voire même un peu plus loin, parce que 2004, j'étais en République tchèque et c'était superbe, même si je suis resté que 4 jours. Ouais, c'est ça, à peu près 3 ou 4 jours, je sais plus. Mais non, franchement, c'était superbe. Franchement, j'adore le camping-car. C'est quelque chose qui reste en moi et j'espère pouvoir peut-être faire du camping-car. Alors peut-être à travers le monde, mais ça sera dans plusieurs années. Mais faire ici même, redécouvrir la France en camping-car, redécouvrir l'Union Européenne en camping-car, voire même quelques pays hors Union Européenne, mais qui sont amis avec nous, comme il n'y a pas de souci. Donc voilà. C'est quelque chose. Donc vous verrez dans les prochaines vidéos, c'est pour ça que j'en parle maintenant. Peut-être qu'il y aura un peu plus de camping-car à partir de l'année prochaine, parce que cette année pour moi c'est fini. Hein. Mais on verra bien. J'ai encore une petite idée, j'ai quelques projets de voyage que j'aimerais faire. Mais je sais que le camping-car sera quelque chose d'essentiel pour moi dans les prochains voyages. Donc petite vidéo hors sujet. Mais voilà, c'était mon sentiment sur le camping-car. Voilà. Allez, moi je vous laisse. Je vous dis ciao et à la prochaine. Et non madame, c'est pas une souris, c'était un mulot. Regardez le mulot, il vient de ressortir. Ah, les petits bonus de fin de vidéo. Franchement, c'est super. Petit mulot.